La voix, je ne sais pas si on entend. Oh. Donc ça a été la construction d'un référentiel commun à toutes les écoles pour qu'on mette toutes les écoles sur le même pied d'égalité en fait, sur l'ensemble de la ville. Voilà, donc ça aussi c'est très important, ça fait partie du travail d'architecte en fait quand on est au sein d'une collectivité, c'est de savoir dialoguer avec l'ensemble des acteurs, donc la gamme pour la prospective, donc l'analyse démographique de l'évolution de la ville, Euromed, les différents opérateurs d'aménageurs, genre Soleam, les financeurs comme l'agence de renouvellement urbain, le département pour les collèges, enfin je vais pas faire tout le tour, mais voilà, c'est connaître un peu les acteurs de la construction de la ville. Voilà, après ça c'est mon travail que je fais au quotidien, donc c'est rentrer ce référentiel dans l'ensemble des bâtiments de la ville, donc c'est des faisabilités, tu peux dérouler, beaucoup de faisabilité, beaucoup, il faut refaire toutes les écoles tout le temps. Et à la fin, on essaie de les transformer en lettres de commande pour pouvoir les donner à... Et c'est là que je vais expliquer. Vas-y, tu peux passer. Ah non, c'est après. Et des fois, en fait, il faut aussi prendre le crayon un peu pour se projeter et continuer à avoir sa casquette d'architecte parce que ça peut paraître très administratif finalement, ce travail au sein d'une collectivité. Et finalement, on sort un peu du cadre pour aller faire un peu rêver les services et pour pouvoir être dans une démarche. Ça, c'était pour aller chercher du financement pour désimperméabiliser des cours. Du coup, il faut prendre un peu le crayon pour faire avancer les choses et ça fait plaisir. Voilà, ça c'est différents éléments pour préfigurer des choses qui sont importantes. C'est pas des projets qui vont se faire, il faut abandonner l'idée aussi des fois que ça va se faire. Mais ça préfigure en tout cas des choses dans les projets urbains. Voilà, des choses qui se font pas aussi des fois, c'est important. Ça, je vais passer très vite, mais ça c'est la façon dont on a créé une société, on a créé un outil d'aménagement au sein de la ville. Donc c'était intéressant, bon, en tant qu'architecte c'est beaucoup des montages financiers, des montages contractuels, donc c'est pas hyper intéressant, mais c'était intéressant de faire partie de cette expérience, de créer une société locale d'aménagement, d'aller chercher des sous au niveau de l'État pour concrétiser un grand projet, qui était le plan école. Et voilà, aujourd'hui il faut savoir passer un peu la main aussi, lâcher le crayon, et transmettre à une société aujourd'hui qui construit normalement des écoles. Voilà. Et tu peux... tac. Et voilà, et à la fin on est content. Parce qu'on a fait des écoles. Voilà. Donc ça c'est en très résumé ce que je fais aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi c'est Sylvain Julien Tagawa, je suis architecte diplômé aussi en 2020-2021, c'était en plein Covid, c'était un entre-deux. Merci pour l'invitation, j'en profite. Je voulais revenir un peu sur le parcours parce que ça permettait justement de mettre un peu en perspective ce qui vous intéresse certainement, c'est-à-dire les différentes séquences un peu qu'on vit en sortant de la vie étudiante. Au même titre qu'Alexandre, j'ai travaillé ce qui était au début un job alimentaire à la ville de Marseille pendant les études, qui était un job assez classique, enfin assez classique, assez stimulant. C'était un travail sur le diagnostic, le relevé des bâtiments marseillais. Et de là, ça a donné un certain nombre de clés. Vous allez comprendre pourquoi je raconte ça, parce que c'est quelque chose que je pense qui est important de valoriser des étudiants. C'est un certain ancrage dans un territoire, dans une culture, dans une manière de faire. Et moi, je suis marseillais, je le revendique. Et le fait de rentrer dans ce monde professionnel par la ville de Marseille et à travers la découverte de la ville, à travers tout son patrimoine, ça a été une chance énorme pour avoir une lecture complètement nouvelle déjà d'un service d'une collectivité et d'autre part d'une manière de faire, aussi d'une typologie de bâtiments qui sont différents d'une ville à l'autre. Les équipements le sont aussi dans des villes telles que Marseille. Et ça m'a permis de découvrir vraiment d'une autre manière finalement l'architecture à travers un regard des bâtiments faits, comment on les regarde, comment ils sont valorisés et comment ils sont traités finalement dans une collectivité. Je passe les détails et donc de là j'arrive, non tu peux rester dessus là, pour le moment, j'arrive dans l'agence Concorde et ça me permet d'arriver sur un autre point qui est aussi je pense très important pendant les études et qui est peut-être pas assez défendu
je pense que c'est l'importance des rencontres dès l'université, c'est-à-dire que la rencontre elles sont multiples, hein, c'est aussi bien entre camarades qu'entre professionnels. Je pense qu'il y a des temps dans l'école, je ne sais pas si ça perdure encore, mais il y a des workshops. Un workshop notamment qui est mené par Julien Montfort qui nous met en relation avec des professionnels et qui pour moi a été une opportunité immense. Déjà c'est quelque chose qui est hyper intéressant et d'autre part ça m'a permis de rencontrer l'agence Concorde qui sont aujourd'hui plus âgés que moi, mais qui sont aujourd'hui des amis, et dans lequel j'ai travaillé, et qui m'ont ouvert cette porte. Donc, faut vraiment, je pense que c'est important dès les études, être conscience de ça, être conscience qu'un professeur, c'est aussi un futur employeur. Je vous garantis qu'un professeur à l'école d'architecture, vous êtes des futurs architectes, des futurs employeurs potentiels, et c'est vu comme tel. Donc, il ne faut vraiment pas, je pense, le négliger. C'est le meilleur entretien d'embauche, c'est la meilleure période d'essai, l'école, finalement, pour ça. Donc, pas négliger ces éléments. Donc, j'atterris chez Concorde, en même temps que mes études, donc un peu en parallèle entre les deux diplômes. Tu peux aller sur la suite. Et donc de là, ce qui était intéressant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui était intéressant, c'était une recherche de boulot qui n'était pas tant axée. J'avais pas tant cette attente-là. J'avais une sensibilité à l'urbanisme, et notamment sur la ville de Marseille. Et l'agence Concorde, qui vous connaissez certainement, qui a une certaine écriture architecturale. En rentrant dedans, c'était aussi un propos que je voulais développer, c'est il faut être conscient que le marché de l'emploi, dès au début, il est compliqué, parce qu'il y a une lacune sur l'expérience, donc des fois il faut arriver à avoir des exigences qui sont peut-être un peu plus en dessous, mais finalement être conscient que chaque expérience, chaque chose qui peut être un peu inconfortable au début, c'est une opportunité pour aussi s'ouvrir à d'autres voies, et surtout acquérir une certaine expérience pour arriver à une certaine exigence que vous aurez acquis pour ensuite arriver à peut-être vos fins, à vos ambitions. Donc être conscient de ça. Et donc je parle de Concorde parce que c'est des échelles qui sont très différentes. Là, on est pratiquement c'est de l'architecture, mais presque du design. C'est un travail sur une porte d'entrée, donc c'était une échelle qui est très particulière. Tu peux excuser. Ensuite, j'ai travaillé sur des surélévations. Là, c'était une surélévation à Paris d'un immeuble de logement. Tu peux continuer. Donc là, c'est de l'espace public. Donc encore une fois, une échelle très 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 différente. Et ensuite, j'ai atterri sur des plans urbains, donc une échelle complètement différente, et qui finalement, dans cet exercice justement de découvrir un peu le métier et d'être au plus bas de l'échelle, finalement, dans une agence, découvrir cette échelle qui était l'urbanisme. Que j'avais déjà déjà pratiqué pendant les études, notamment dans mon studio, et qui m'a fait vraiment aimer cette discipline. Et donc, c'est pour raconter cette histoire, on ne s'attend pas spécialement à arriver dans des endroits où on a envie. On a peut-être envie de faire des petits bâtiments en bois, on a aussi envie de faire des grands logements collectifs, mais finalement, les expériences, dans les attentes qu'on peut avoir, il faut arriver à stimuler, à créer sa chance un petit peu pour découvrir ce qui nous anime. Et donc, notamment chez Concorde, ça a été cette dimension urbaine extrêmement intéressante. Tu peux zapper, mais voilà, après, c'était pour raconter un peu cette échelle. Et après, tu peux continuer. Et donc, de là, de chez Concorde, je vous parlais de ces rencontres, je fais des ponts avec ce que je raconte, j'essaie. J'étais en cours avec une prof qui s'appelle Suzanne Otto, qui était dirigeante d'une agence qui s'appelait TDSO, et qui me contacte pour un boulot qui s'est libéré, qui est très particulier. On travaille sur Euroméditerranée, je vais le développer, et qui mêlait finalement deux points qui me semblent hyper intéressants. Donc c'était déjà la rencontre, déjà la question de cette découverte finalement d'une échelle, et surtout un autre point que je pense important de développer, je l'ai déjà dit, c'est l'ancrage territorial. Cet ancrage territorial, moi, elle m'a permis à ce moment-là de pouvoir, en tout cas, être crédible face à ce poste qui était de gérer cet immense plan urbain à l'échelle de Marseille. C'est le plus grand plan de rénovation d'Europe, et qui demandait une connaissance du territoire, une connaissance de la culture du territoire et une connaissance aussi des acteurs. Et donc finalement, ces trois points, la rencontre, on va dire stimuler un peu la chance à travers les agences et aussi l'ancrage territorial, ça a été trois choses qui ont été extrêmement importantes et qui en tout cas je voulais partager, qui me semblent assez essentielles pour arriver dans ce monde professionnel. Et là on peut zapper. Je vais aller très rapidement sur ce qui est Euroméditerranée parce que ça vous permet de comprendre aussi cette espèce de multiplication d'échelles. Parce que là aujourd'hui, je pourrais presque considérer comme architecte urbaniste, je travaille dessus pendant 5 ans, je suis en train de faire une valorisation d'acquis d'ailleurs dessus, et c'est un boulot qui, alors je parlais un peu de ça avant de rentrer dans les détails, Euroméditerranée,
ceux qui ne connaissent pas, mais vous devriez connaître, c'est cet immense plan de rénovation urbain qui est très critiqué, on pourra en parler si vous voulez, mais qui a le mérite de représenter toutes les réalités. Il ne faut pas oublier que Marseille, je vous parlais de cette question d'ancrage, je défends profondément Marseille, en tout cas ce qu'elle est, de la manière dont il faut, enfin, pourquoi il faut des architectes et des urbanistes. Marseille aujourd'hui, à l'échelle nationale, ça reste un laboratoire qui est absolument formidable pour toutes les échelles du projet. On a besoin d'architectes, on a besoin d'urbanisme, on a besoin de s'ancrer dans ce territoire. Et Euroméditerranée en fait partie, puisqu'elle catalyse à la fois toutes les problématiques de la ville de Marseille, en tout cas du territoire. Ça a une dimension nationale, puisque c'est ce qu'on appelle une OIN, c'est une organisation nationale qui est gérée par un aménageur. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais en tout cas, ça a un intérêt supérieur, évidemment, que d'autres modes d'aménagement. Et de là, ça catalyse tous les problèmes, toutes les problématiques, à la fois de la ville, mais aussi nationales. Et c'est pour ça que moi je défends pas mal Euroméditerranée aussi, parce qu'elle est le reflet finalement d'une réalité aujourd'hui actuelle, de la manière de faire la ville, de la manière de concevoir les bâtiments et de concevoir absolument tout ce qui en découle, les équipements, etc. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se retrouve dedans, donc moi en tant qu'architecte, avec une échelle, tu peux zapper, donc là c'était pour montrer l'état dans lequel on est arrivé, ça c'est l'état actuel, donc depuis 5 ans, donc on voit le switch, et donc mon boulot, c'était de valoriser aussi mon boulot d'architecte, parce que alors je reprends du début, finalement quand on arrive dans ce grand plan, on a rien qui se passe, il faut qu'on dessine ce qu'on appelle des plans guides, c'est des grands plans, on va essayer d'imaginer des stratégies pour arriver à développer des îlots, donc des îlots bâtis, où on va venir dégager une stratégie pour des espaces publics, pour des équipements, etc., etc. Et à partir de là, c'est là où le job d'architecte il a du sens, outre que le boulot d'urbaniste que j'ai appris sur le tard, c'est de travailler ponctuellement sur ces îlots, dans une logique d'ensemble, à travers toute une méthode, tout un protocole, qui est de développer à la fois une étude de capacité, une étude stratégique, une étude de programmation, qui va amener jusqu'à un choix d'architecte et jusqu'au développement du projet. Et à partir de là, c'est extrêmement intéressant, puisque, alors, moi j'ai fait un peu de maîtrise d'œuvre, mais là ce qui était intéressant, c'était côté maîtrise d'ouvrage, et c'était de faire un travail finalement d'accompagnement, de co-conception avec des architectes. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec des professeurs de l'école alors que j'avais 23 ans, et c'était de co-construire. Donc on instruit les projets, on note des avis, on fait évoluer les projets, etc. Donc c'est là où le job d'architecte il est extrêmement important, mais aussi avec une dimension urbaine, puisque le job c'était d'avoir cette cohérence d'ensemble et d'avoir cette vision d'ensemble qui est nourrie, je répète, par aussi l'ancrage territorial, une connaissance du territoire, une connaissance des manières d'habiter. Quelque chose de très simple, à Marseille on construit il y a beaucoup de demandes pour faire des cuisines séparées du séjour. C'est une culture qui est héritée de Nord-Afrique aussi, mais aussi de la culture du Sud, méditerranéenne. On dessine des cuisines indépendantes. On aimerait qu'il y ait ça partout, mais à Marseille, c'est une demande qui est très forte. Donc juste pour exprimer que dans la manière de faire un logement, il y a une multitude de questions qui relèvent de cet ancrage. Et ensuite, on peut aller sur la vision d'après, qui est la vision un peu finie, alors avec sa densité, etc. On peut aussi critiquer, on peut aussi y rentrer, mais voilà, donc c'était pour raconter cette histoire, finalement, je vais m'arrêter ici, c'est ce parcours finalement de la ville de Marseille, d'un étudiant marseillais, qui arrive dans ce job qui est complètement différent de celui qu'on nous apprend ici, mais qui est vraiment passionnant. Moi je me régale dedans, c'est jamais la même chose, même si c'est 90% de mon boulot, ça, et c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qu'on continue à enrichir à travers ces rencontres. Donc, je rencontre énormément d'architectes, énormément d'acteurs, on travaille avec les élus. Donc tout ça, qui, je pense, va nourrir quelque chose qui ira un peu plus loin en tout cas dans les évolutions professionnelles. Voilà, merci. Bonjour. Donc moi c'est Ambre Faro, je suis architecte DE depuis janvier 2025, donc je suis une très jeune architecte. Donc moi du coup l'insertion dans le monde du travail c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps, puisque j'ai pas énormément de recul sur l'expérience professionnelle, et justement je pense que j'ai encore beaucoup ce regard d'étudiant, et c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir intervenir dans cette table ronde. Donc moi j'ai fait mon parcours dans cette école, à l'IMVT, et en juin 2024, on était en binôme, on préparait notre PFE. Et donc j'ai préparé mon PFE sur une réhabilitation d'un château dans le Luberon, à Loris. Et on pensait qu'on était prêts, et en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts du tout. Donc on n'a pas pu passer notre PFE en juin. Et dans ma tête, tout devait se dérouler parfaitement. On devait avoir fini nos études en juin. Moi, je cherchais déjà pour faire ma HMO derrière. Je voulais que tout se passe très, très, très vite,
que tout soit terminé et que en fait j'ai tout mon bagage de diplôme fini et posé sur la table avant de partir dans le monde du travail. Et donc c'est vrai que ce petit frein m'a permis d'apprendre à prendre le temps de faire les choses et de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc ces 6 mois supplémentaires qu'on a fait sur le PFE, ça a été très enrichissant puisqu'on a vraiment pu se poser les bonnes questions et réfléchir à vraiment l'approche qu'on voulait apporter en architecture. Et on a travaillé toutes les échelles, à la fois à l'échelle de la ville, à l'échelle du détail, à l'échelle de tout. On a fait quelque chose de très transcalaire. Et donc en janvier, nous avons présenté notre PFE. Et donc après avoir présenté ce PFE, en fait, on s'est rendu compte que ça y est, c'était terminé, qu'on n'allait plus revenir en cours. Et il y a eu un énorme temps où en fait, on s'est pas du tout rendu compte qu'en fait, c'était vraiment fini. Et donc après ça, j'ai pris 1 mois de vacances. Voilà, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait mon portfolio, j'ai juste pris du temps pour moi, pour réfléchir. Et en fait, toutes mes études, en y réfléchissant, donc le PFE, c'était un point final de réfléchir sur la question du contemporain dans la réhabilitation patrimoniale. Donc ça, c'était un premier point que j'avais travaillé en PFE. Et en fait, de prendre le temps, ça m'a permis de réfléchir. Et j'ai re-regardé dans tous mes projets. Et depuis la 2e année d'architecture, même la première, ça commençait déjà, j'étais déjà sur cette notion de contemporain et de réfléchir à cette question de comment on travaille sur un patrimoine à la fois bâti et non bâti. Et donc, ça m'a permis de réaliser mon portfolio très axé sur cette question du contemporain. Et je pense qu'on ne nous apprend pas en fait à faire un portfolio quand on est en études. Et c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. Et en tant qu'étudiant, on a bien évidemment justement le droit, et c'est bien recommandé, de déjà se positionner sur ce qui nous plaît, sur nos affinités avec l'architecture, etc. Et donc j'ai fait mon portfolio, voilà, quelque chose de très clair, 20 pages, 3 projets qui m'ont vraiment apporté quelque chose et qui justement tournent toujours autour d'une notion commune du contemporain. Et ensuite, j'ai fait des candidatures spontanées, j'ai appelé des agents, j'ai envoyé des mails, donc c'était pas un travail facile dès le départ parce que forcément on a nos envies aussi, on n'a pas envie d'être dans une agence qu'on a pas choisie par dépit parce qu'on n'avait pas trouvé autre chose. Et donc j'ai fait quand même 50 candidatures, mais c'était assez rapide puisqu'en fait au bout de 1 mois j'ai été prise dans une agence qui s'appelle Passlac et Roch, et donc c'était une super agence qui travaille justement sur la notion du contemporain, qui fait beaucoup de commandes publiques. Et donc en fait ils avaient fait une candidature et ils demandaient un poste d'architecte junior mais qui avait 3 ans d'expérience, donc ça arrive très très souvent. Et en fait j'ai quand même postulé parce que oui, j'avais pas d'expérience, mais je savais, enfin en tout cas j'avais l'impression, c'était pas une certitude, que ce que je voulais faire dans la vie en tant qu'architecte et que ce qu'ils proposaient eux dans leur philosophie du projet, c'était exactement ce que je voulais faire. Et donc j'ai senti qu'il y avait quand même cette envie commune. Et donc mon portfolio, je me suis dit, bon, s'il passe pas dans cette agence, c'est que j'ai peut-être raté le coche et que je fais pas les choses correctement. Et au final, donc ils m'ont pris en entretien et j'ai été prise sur ce poste. Donc j'ai démarré en avril 2025. Et donc tout s'est fait très progressivement. Au début, je travaillais beaucoup en binôme. Donc ça m'a aussi permis de déconstruire un peu ce syndrome de l'imposteur qu'on nous inculque dans les études, où on nous dit que c'est très très difficile, qu'on regarde l'amphithéâtre et qu'il n'y aura que 50% des gens qui seront architectes. Alors c'est très dur de le dire et de nous l'ancrer dans notre tête pendant 5 ans, parce que c'est dur après de se sentir légitime de faire les choses. Mais pensez bien que vous avez votre place et qu'en réalité, il ne faut pas penser que c'est vraiment juste une discussion unilatérale et que on écoute on doit absolument écouter et appliquer à la lettre ce qu'on nous dit. Normalement, les profils qui sont plutôt juniors, justement, ils sont quand même voulus dans les agences parce que c'est un regard qui est nouveau en fait sur les choses. Et pour une agence qui des fois fait ça, qui a une expérience de 20, 30 ans, en fait, ils recherchent quand même des gens, des jeunes qui ont un nouveau regard, qui ont aussi des ambitions plus contemporaines et plus ancrées dans les enjeux, par exemple environnementaux, qui sont des enjeux quand même actuels. Et donc, il faut penser que on est utile
Et il faut essayer de déconstruire cette chose, de dire qu'on n'est pas des imposteurs, on a des choses à dire et on a des choses à apporter. Et donc dans cette agence, tout s'est fait assez petit à petit. J'ai travaillé d'abord en binôme avec des architectes collaborateurs qui avaient 1 an, 2 ans de plus que moi. C'était une agence où il y avait 6 personnes qui travaillaient dans un open space, plus 2 architectes associés. Et en fait, c'est aussi beaucoup des collaborateurs que j'ai appris, des gens qui sont en fait des étudiants, enfin qui sont des jeunes architectes aussi. Et on a pu travailler en équipe à chaque fois. Et donc j'ai commencé en binôme avec une personne qui m'a pas mal aidé. Donc j'avais plutôt un poste où là je faisais beaucoup de dessins et pas beaucoup de pensée de projet, ce qui était un peu frustrant au début. Et en fait, en construisant une relation de confiance, en prenant aussi des initiatives, en me sentant de plus en plus à l'aise, finalement, après, j'ai été sur des missions toute seule. Ils m'ont pas lâché dans le vide dès le départ à me débrouiller avec un projet, donc c'était aussi ça qui était assez rassurant. C'est qu'ils avaient conscience que j'avais besoin d'un temps de formation aussi d'apprentissage par rapport à l'architecture en elle-même, toutes les phases, qu'est-ce qui se passe, comment on parle avec les gens, comment on intervient avec les différents intervenants, comment on peut leur parler, comment on peut aussi s'adresser à la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc c'est pas mal de choses qu'on ne nous apprend pas forcément en archi, puisqu'on parle entre architectes aussi, et donc forcément on a des choses à apprendre sur ça, mais aussi de la formation en interne, sur l'organisation de l'agence, comment ils gèrent les dossiers, etc. Donc ce temps de formation, il a été finalement assez court, puisqu'au bout de 2 mois, je m'étais bien intégrée à l'agence. Et donc, en fait, après, ils m'ont mis sur des projets toute seule. Et donc, j'ai vraiment eu un poste de chef de projet où donc je travaillais sur des concours d'équipement public ou alors des phases un peu plus avancées. On appelle ça le dossier de consultation des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui arrive juste avant le chantier. Donc, c'est quand même beaucoup plus technique. Donc effectivement, c'était vraiment graduel, mais en même temps quand même assez compliqué. C'était quand même challengeant pour moi qui, par exemple, n'avais pas beaucoup de vocabulaire technique. Voilà, c'est quelque chose de pas bien. J'essaye de travailler pour que ça s'améliore, mais voilà, il y avait quand même pas mal de freins. Et puis voilà, toutes ces choses qui étaient nouvelles. Donc voilà, mais tout s'est fait très petit à petit, ne vous inquiétez pas. Et donc forcément, au bout de la fin de mon premier CDD, puisque c'était un CDD de 6 mois, j'ai été renouvelée pour un autre CDD de 6 mois. Donc, ça repartait pour 6 mois. Et après ça, donc à la fin de ces 6 mois, j'avais fait quasiment 1 an, presque 1 an, donc c'était en février 2026. Malheureusement, je n'ai pas été renouvelée en CDI. Donc, je me suis retrouvée à nouveau sur le marché du travail, après 1 an d'expérience. Donc au début, ça a été vraiment une très grande frustration parce que malheureusement, l'agence était en difficulté financière, ils ne pouvaient pas me garder. Et donc, il y avait quand même beaucoup d'injustice parce que pour moi, mon travail était très correct et donc je ne comprenais pas comment je pouvais ne pas avoir ce fameux CDI. Et d'un autre côté, en fait, ça a été une opportunité aussi de repartir sur quelque chose de nouveau et de rechercher du travail. Et en fait, ça a été complètement différent, déjà parce que j'avais beaucoup plus de confiance en moi, et aussi parce qu'en réalité, 1 an d'expérience, on apprend tellement de choses. Et vu que cette agence dans laquelle j'ai été, je l'avais aussi choisie, et que j'étais pas dans une agence que j'ai subie, ça m'a aussi permis de vraiment m'enrichir de choses, et de toujours rester dans cette dynamique de la question du contemporain, et comment on travaille dans cette question. Et donc, j'ai recommencé à chercher un autre travail, toujours autour de ces questions-là. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, puisque j'ai retrouvé un travail, et je démarre un nouveau travail donc, dans une agence que vous connaissez tous, puisque c'est l'atelier Stéphane Fernandez, au début du mois de mai. Voilà. Donc, quelque part, même s'il y a des difficultés, et que les premières années sont quand même assez difficile c'est très tendu et il y a beaucoup de moments où on a l'impression que on a été soit mal formé, soit pas formé sur les bonnes choses. On arrive à trouver du positif et des bonnes choses peuvent se passer. Donc affaire à suivre pour moi en tout cas, mais voilà, j'espère que vous allez réussir à désacraliser en fait l'entrée dans le monde du travail, parce que ça va se faire progressivement et ça va bien se passer. Voilà, merci. On vous laisse poser des questions si vous en avez, sinon on peut faire un petit propos introductif de notre côté.
Donc oui, je n'ai pas passé la HMO. Alors au final, en fait, en rentrant dans le monde du travail, je me suis rendu compte que la HMO, c'était quand même un an où c'était un peu intense parce qu'il faut suivre des cours, faire des séminaires et écrire un mémoire en même temps, tout en apprenant tout le reste qu'on ne connaît pas du monde de l'architecture, donc tout ce qui est gestion de projet. Enfin, en fait, c'est un travail, voilà, c'est quand même prenant. Et donc, gérer les deux, plus être dans l'apprentissage et la formation en parallèle de juste l'architecture de manière globale, c'était trop. Et en fait, j'étais pas forcément pressée au final, puisque de prendre du recul aussi, de me dire, bah, je peux la passer dans un an, quand je serai plus solide sur mes appuis, que je sentirai vraiment que ça va être moins une charge de gérer tout le travail en fait commun, le flux commun qui arrive. Et donc, bien évidemment, ça reste en tête, puisque je pense la passer certainement l'année prochaine. Mais ça sera aussi quelque chose qui va être plus lié, puisque quand même, l'HMO, c'est quand même beaucoup tourné sur Enfin, c'est beaucoup de droit. Et en fait, pour avoir toutes ces connaissances-là, en fait, il faut déjà avoir travaillé en agence pour comprendre les notions qu'on nous apprend. Parce qu'en fait, sinon, on va apprendre les notions et on verra ça dans le monde du travail plus tard. Donc, en fait, le bagage qu'on a, le bagage professionnel, il est en fait très utile pour comprendre ce que tu apprends par la suite. Quelqu'un d'autre? Oui. On apprend sur le tard. Alors j'ai eu la chance, alors à l'époque, à l'école, on arrivait à axer les cours magistraux sur, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait choisir un certain nombre de cours magistraux. Et j'avais pendant le master vachement axé sur l'urbanisme, qui me plaisait beaucoup, encore une fois, à travers Marseille, qui à mon sens était un véritable laboratoire d'une part, et qui j'avais besoin de la comprendre davantage. Et de là, c'est aussi un studio. C'était Julien Montfort à l'époque qui développait un studio sur ce qu'il appelait l'équipement métropolitain, qui nous faisait aborder cette grande échelle. Pardon. C'est quelque chose qui... C'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois un peu négligé parce qu'il faut se rapprocher justement de cette dimension urbaine à travers soit des cours magistraux, soit des studios spécialisés. J'ai parlé tout à l'heure des workshops. Les workshops, très souvent, on aborde cette grande échelle, puisqu'on est une énergie collective, il y a du monde, donc souvent on aborde cette échelle aussi à ce moment-là. On apprend sur le tas. Moi j'aime bien dire, quand je parle un peu de ce job, c'est des études où on nous apprend un peu tout et rien. Enfin, en fait, à l'intérieur, on touche à plein de sensibilités et on va essayer, une fois qu'on arrive au bout, ou du moins c'est ce qu'on exprime aussi dans les projets, on va prendre ce qui nous passionne et on va en faire des armes pour notre propre culture et nos propres atouts. Pour ma part, c'était l'histoire et l'urbanisme. C'était deux points qu'aujourd'hui je valorise encore, que j'ai valorisé pendant les études, que j'ai valorisé après. Donc il n'y a pas de diplôme. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir aborder ça pendant les études et que j'ai pu valoriser, surtout encadrer à travers des agences qui m'ont donné cette chance-là. Il y a aussi une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes d'architecture qui font de l'urbanisme, sans être urbanisme de métier. Parce que on pense qu'on peut avoir toute la prétention du monde qu'on est aussi capable de porter un regard dessus. Là où des urbanistes, c'est plus difficile d'aller vers l'architecture. En tout cas, c'est vrai qu'on a un métier où on peut prétendre être un peu n'importe quoi à la fin. Des architectes sont paysagistes, architectes scénographes, etc. On a cette chance-là. Est-ce que c'est légitime? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment été sur les expériences. Des acquis déjà pendant les années universitaires et après des agences dont Concorde et TDSO qui m'ont ouvert cette voie, en tout cas qui ont accepté que je sois un peu naïf sur le sujet pour m'ouvrir à ça et qui m'a amené à ça aujourd'hui. Alors, sur l'ensemble des écoles, en fait, on va passer par une société qu'on a créée qui s'appelle la Société publique des écoles marseillaises, qui en fait lance des appels d'offres. Où là, c'est des architectes, des groupements qui répondent à ces appels d'offres. Après, en interne, c'est ça qui était assez intéressant dans ma mission. C'était des fois, il y avait des situations bloquées ou des choses qui fonctionnaient pas dans la ville. Où, en fait, ça faisait 10 ans qu'on se posait des questions sur comment débloquer une situation. Et en fait, à un moment donné, on passe la nuit, on prend un crayon et on discute avec les parties prenantes. Et en fait, je pense que c'était une des parties les plus stimulantes d'ailleurs de mon travail, de ressortir un calque, ressortir un crayon. Et puis en plus, après, c'est rigolo parce que c'est des documents qui vont parler aux gens, qui vont faire peur aussi des fois. Ça va provoquer des débats. Et donc, c'est assez plaisant. Ça, c'est en interne. Ça, c'est resté en interne. Et c'est des outils en fait qui sont un peu dans l'ombre. C'est pas des choses qui vont apparaître. Alors, ces fois, je me fais piquer mes dessins qui sont repris dans
des magazines, mais bon, ça je dis rien parce que je les ai pas signés. Mais donc c'est des outils de communication qui sont assez intéressants à utiliser. Le dessin, c'est un médium que j'aime bien réemployer. Surtout que je vois qu'il marche assez bien en plus pour faire parler les élus ou crier. Voilà. Et donc non, moi c'est partie architecte en interne. Et il y en a beaucoup, en fait, aussi dans les collectivités. C'est important d'avoir ces sensibilités aussi à l'intérieur pour dialoguer après avec les acteurs qui répondent au marché. C'est ça qui est rigolo en fait, c'est qu'à un moment donné on se met autour de la table, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on parle d'architecte, et ça c'est très intéressant pour faire avancer les projets. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà tout de suite ou pas? Non. Donc moi j'ai une question, c'est plus en général pour vous trois, au niveau de la transition entre l'école et trouver une agence d'architecture. En fait, comment ça se passe concrètement? Parce que est-ce que le portfolio, comme tu en as parlé toi, c'est vraiment un élément déterminant? Est-ce que c'est plus des démarches spontanées en dehors du portfolio? En fait, quelles sont vraiment les démarches concrètes pour passer en fait de l'étude à un métier concret, trouver une agence? C'est surtout ça. Oui, donc comme je l'ai expliqué, effectivement, le portfolio joue beaucoup. Par contre, la personnalité joue énormément. Il y a une partie que vous ne pourrez pas maîtriser. C'est vraiment votre personnalité, puisque vous allez passer un entretien. Donc forcément, il faut se dire aussi qu'en fait, ils n'embauchent pas qu'un architecte. En fait. Ils embauchent une personne qui va rentrer dans un système qui marche bien, qui a son fonctionnement, avec c'est les collègues de travail, la vie de bureau aussi à côté. Et donc, ça va quand même beaucoup jouer la personnalité qu'on a et le caractère qu'on a. Après, évidemment, quand vous aurez fini votre portfolio, vous allez chercher des agences par ce que vous connaissez, par les références que vous avez déjà travaillées, il y a plein de façons de faire. Après, il y a l'ordre des architectes qui donne toutes les annonces, toutes les annonces que les agences postent pour une recherche avec un profil recherché, etc. Et puis ensuite, après, faut envoyer un petit mail bien écrit, sans faute d'orthographe, c'est mieux, avec un CV, un portfolio, ce que vous voulez faire. Voilà, en fait, parlez de vous. Moi, je sais que quand j'ai fait ma candidature, une enseignante m'avait dit d'écrire le projet de mes rêves. Et en fait, en écrivant ce projet, c'était un texte très court qui m'a en fait permis de me positionner sur, ok, qu'est-ce que je veux faire? Et donc, je vais mettre ça dans ma lettre de motivation, parce que c'est ça que je veux faire. Voilà. Oui, juste pour compléter, mais peut-être pour aller aussi un peu au-delà. Tout à l'heure, j'évoquais la question de prendre à bras le corps ces futures candidatures dès les études. C'est pas négligeable. Je vous parlais tout à l'heure aussi de cette question de s'adapter alors, je parle moins de la manière d'arriver à créer un portfolio ou du coup arriver dans le monde professionnel, mais c'est plutôt être conscient en amont qu'on se crée ses propres armes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance là assez récemment de participer à des choix de candidature. Alors déjà, il y a quelque chose qui est, il y a des postes qui sont à pourvoir, mais il faut des fois être au bon endroit au bon moment. C'est assez frustrant, mais c'est ça. Il y a des piles de CV qui s'accumulent et finalement c'est celui qui arrive au bon moment qui va être pris. Donc il faut être conscient aussi de ça. Et je parlais de cette question d'adaptation aussi, c'est-à-dire qu'il faut être conscient dans un premier temps qu'il y a un temps long dans cette recherche, parce qu'il y a aussi une réalité économique. Là, actuellement, il y a 2 ans, il y a eu une grande crise qui s'est passée. Beaucoup d'agences ont dégraissé leur effectif et du coup, les embauches sont extrêmement limitées, etc. Et ça me permet aussi d'évoquer un point, c'est qu'il faut arriver à se démarquer. Dans les notes, il y avait l'hard power, le soft power dans les skills. Et je pense que c'est important d'être conscient que quand on sort de l'université, on est à peu près un peu tous au même niveau, en tout cas une grande majorité au même niveau. On sait valoriser un PFE, on a fait des stages en entreprise, etc. Néanmoins, c'est souvent les petites nuances qui vont faire la différence. Il y a plein de manières de faire, ça peut être des formations complémentaires, ça peut être aussi je reparle encore une fois des workshops, des concours étudiants aussi, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement stimulantes parce qu'on le fait pour nous et souvent c'est valorisé auprès des employeurs parce que ça permet de générer des images, une sensibilité, de faire ça. Donc il ne faut vraiment pas, faut pas négliger ce petit plus qu'on peut apporter dans une agence. Je voulais en venir sur, par exemple, là très récemment, on a eu un super stagiaire, je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il est revenu à l'école, qui s'appelait Mayol, pareil, qui débarque, il est en 4e année, et en fait, il arrive avec une compétence qui est celui de l'imprimante 3D.
Et en fait, il a complètement fait basculer l'agence en fait, dans la maquette à son échelle. Hein. C'est une agence de 15 personnes. Par cette compétence qu'il a écrit dans son CV, il a réussi à nous faire ancrer dans une nouvelle compétence, dans une nouvelle manière de faire, etc. Donc voilà, bon, j'ai pas de manière de faire en tout cas pour rentrer dans, etc. Mais en tout cas, plutôt ne pas négliger cet avant recherche de boulot, qui doit être nourri par, encore une fois, ces rencontres, ces différentes expériences, les concours. Enrichir le petit plus, il fait la différence. Ce qui va permettre de vous démarquer très souvent, de aussi vous exprimer hein, de manière plus effective à travers des documents, à travers des choses assez concrètes. Donc pas négliger le petit truc en plus. Bon, moi je suis pas en agence, donc c'est pas pareil, il n'y a pas le portfolio, c'est beaucoup plus techno. Mais l'importance de l'échange, c'est ça que je trouvais très important, ce que tu disais. C'est les rencontres qu'on fait effectivement dans les différents workshops, comme tu disais aussi, mais l'informel aussi, les échanges informels qu'on peut avoir justement à la sortie d'un amphi, je sais pas, en fait, même n'importe où en fait. Et je trouve que moi je suis rentré par cette porte-là. Au début, j'en étais pas fier. C'était un peu la machine à café qui fait rentrer dans le monde professionnel, mais en fait, je trouve que maintenant, je trouve ça assez rigolo en fait, que en ayant des idées un peu sur tout, il faut travailler un peu ces idées qu'on a sur différents sujets. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les écoles, je faisais pas du tout ça, moi. Je faisais mon diplôme sur des zones commerciales gonflables, donc ça n'avait rien à voir. Mais tout m'intéressait, et en fait, avoir un peu une idée, une culture un peu sur plein de sujets, regarder de l'actualité, et en fait, avoir de la matière à discuter autour d'un café, d'un verre, en fait, c'est très, très important, en fait, je trouve. Parce que c'est là où, en fait, plein de choses se déclenchent. Parce que on peut se brancher sur des concours, on peut se brancher sur plein d'idées, sur même des projets qui sont en cours. D'un coup, on se dit, allez, ok, ça te dirait qu'on s'embarque un peu là-dessus. Et donc l'importance un peu de ces échanges informels, en fait. Voilà. Et d'avoir des idées un peu sur tout. Quelqu'un ? Donc, ce que je présentais tout à l'heure, c'est qu'on disait qu'on avait fait ensemble, on travaillait sur c'était un petit job alimentaire qu'on avait à la mairie, en fait, qui avait été travaillé avec la directrice et en partenariat avec la ville de Marseille, qui était de relever tous les bâtiments de la ville. Donc, en fait, moi, j'avais déjà un pied, en fait, dans les services, et en fait, à force de se balader, de connaître toutes les écoles, les choses, en fait, ça permettait d'avoir des discussions, mais c'est vraiment, pour le coup, du hasard. C'est-à-dire que c'était une porte d'entrée qui était la réhabilitation de certaines écoles qui étaient en questionnement en fait à l'époque d'un point de vue politique. Et en fait, ils étaient un peu en recherche de gens. Et en fait, j'étais tombé un peu là au bon moment, en fait, au bon endroit au bon moment. Voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, de ce que je racontais tout à l'heure, d'aller vers la maîtrise d'ouvrage de 5 opérations en fait, qui en fait, c'était rigolo de voir qu'en fait une idée qui était venue comme ça. En fait, dans un coin de table, en fait, c'était devenu un vrai projet qui s'est construit, qui est livré aujourd'hui. Et c'est voilà, mais du côté maîtrise d'ouvrage. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je n'ai pas entendu la fin. Il faut être un peu à l'affût de ce qui se passe en termes de politique publique qui sont définis par nos élus en fait, qui vont un peu déterminer un peu les voies dans lesquelles en fait vont s'engouffrer en fait la ville. Je dis la ville, mais c'est la métropole. En fait, c'est aussi c'est les différentes strates là qui composent le territoire. Et donc ce sont des directions métiers en fait qui vont aller chercher des compétences ou les développer. Donc en fait quand je dis que c'est très techno, c'est parce que ça passe par un cadre RH. Donc en fait c'est des publications de postes à des moments précis. Et il faut être un peu à l'affût, aller voir le site de la ville de Marseille, emploi, aller même rentrer par ces portes d'offres d'emploi qui sont disponibles. Et c'est pas du tout effectivement la même chose que de faire du porte-à-porte. En fait, il y a ce contact un
un peu humain quand on va passer des entretiens avec des professionnels qu'on connaît ou avec des gens avec qui on boit un verre. C'est vrai qu'il y a un peu ce filtre de grosse collectivité par le filtre ressources humaines. Voilà. Comment ? Oui, donc un CV et savoir mentir un petit peu aussi, c'est bien aussi. Moi, j'ai juste une petite question. Ambre en a parlé, mais vous deux, vous avez encore la HMO qui trotte dans la tête ou pas du tout? Alors non. Non, mais en fait, c'est compliqué cet HMO et Ambre en a très très bien parlé, je pense. C'est que au début, réenchaîner sur une HMO avec justement cette absence de compétences professionnelles où on n'applique pas vraisemblablement ce qu'on apprend. Bon, c'est vrai que c'est un peu curieux. Nous, dans l'agence, on a des gens qui ont été HMO, ils sortent des écoles, ils ne savaient rien faire. Donc, ces HMO, ils sont niveau diplôme au-dessus, mais impossible d'appliquer. Ils ont bachoté comme à l'école, du par cœur, ils ont appliqué et ils ont oublié parce qu'il n'y a pas d'application. Bon, je ne suis pas en train de cracher sur la HMO, c'est hyper important. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on peut le regretter aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bon, mon job, j'ai moins besoin de cette HMO. Néanmoins, me donner ce temps-là après, donc voilà, je sais pas, dans 2 ans, je me dis, je passe à la HMO, bah, ça va être une galère. Ça va être une galère parce que on est inscrit dans un boulot, il y a beaucoup plus d'exigences, on a des postes à responsabilité, le temps il est beaucoup plus tendu, et arriver à trouver ce temps, c'est pas impossible, hein, il y a des creux aussi dans les différentes séquences professionnelles, mais qui en tout cas peut être aussi un problème. Donc il faut arriver à trouver un juste équilibre. Je pense que c'est important d'avoir un projet, de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. En agence, on n'a pas besoin de la HMO. Si on a envie d'ouvrir une boîte rapidement, on aspire à ça, il faut passer la HMO rapidement, etc. Donc il n'y a pas de recette magique, je pense. Mais faut pas s'enfermer non plus dans ce monde professionnel qui à un moment donné, il y aura un mur parce qu'on ne pourra pas arriver à s'exprimer. Parce que là, chez nous, ça leur de signer les plans, vous le savez, et d'être finalement dans l'autonomie juridique, l'autonomie vis-à-vis des assurances, etc., dans ce métier. Donc, pour le coup, j'ai complètement oublié la HMO, j'aimerais la passer, mais du coup, voilà, après, le fait d'être passé vers d'autres aussi strates de métiers différents, qui est l'urbanisme, etc., je me pose aujourd'hui d'autres questions qui m'amènera peut-être aussi vers la HMO, mais voilà, en tout cas, être conscient un peu de cette planification, être conscient de ces différents temps dans la HMO. Ouais, non, c'est vrai, sur la HMO, bon, moi aussi c'est un peu un truc que j'ai perdu de vue là pour l'instant, parce qu'effectivement c'est pas lié à nos métiers, mais du coup ça, comme toi tu disais que tu faisais une validation d'acquis sur une formation en urbanisme, ça nous commence à intéresser un peu à d'autres choses, et que nos métiers au quotidien sont plus axés effectivement sur l'urbanisme. En tout cas, moi je sais que par exemple, moi ça m'a permis de faire une formation en urbanisme ici à l'UAER, donc c'est compléter en fait d'autres compétences, c'est d'autres métiers en fait qu'on a développé. Après effectivement c'est vrai que bon, est-ce qu'on ouvrira notre agence un jour et fera passer la HMO, ou se trouver des potes qui ont des HMO. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on clôture pour laisser... Non. Ou sinon on laisse place à la seconde table ronde sur les écomatériaux. Ben, merci en tout cas. Et merci d'être venu et d'être intervenu ce matin. C'était tôt.